En juillet 2022, précisément lors de la conférence des 25-28 juillet 2022 à Washington, le directeur technique de la compagnie Air Studio, compagnie qui a en temps changé de nom en juillet 2022 pour devenir POSIT, alors son directeur technique a annoncé ou plutôt dévoilé la framework Shiny pour Python. Pour ceux qui ne le savent pas, Shiny plutôt est une framework de développement web qui existait pour le langage R depuis maintenant plus de 10 ans. Et donc, en 2022, comme je le disais tantôt, ils ont annoncé Shiny pour Python. Et la version alpha est donc sortie. Et dans le temps, je n'ai pas du tout voulu essayer la chose parce que vous savez très bien que Python détient quand même plusieurs frameworks intéressants pour le développement web. Je peux citer par exemple Django, Flask, Dash et même Streamlit, qui sont quand même des frameworks populaires que la communauté utilise très bien et que même certaines entreprises utilisent pour leur process. Et dans le temps, je me suis donc dit, pourquoi alors un nouveau framework de développement web pour Python, qui en a déjà beaucoup. Et surtout, je n'ai pas compris cette translation de R Shiny à Python. En fait, l'entreprise R Studio, je vous le disais, a changé de nom pour devenir POSIT. C'est justement pour qu'on ne lui colle pas au visage R. Parce que quand on entend parler de R Studio, on se dit, voilà, c'est uniquement pour R. Alors qu'aujourd'hui, ils essaient quand même d'unifier les deux mondes, c'est-à-dire R et Python. Et c'est ce qui a d'ailleurs, l'une des choses qui a d'ailleurs motivé le changement de nom pour prendre en compte tout ce qui développe aussi dans les autres langages afin d'intégrer, de pouvoir intégrer les équipes. Donc aujourd'hui, par exemple, dans l'environnement de développement R Studio, vous pouvez écrire du code R naturellement. Vous pouvez aussi écrire du code dans d'autres langages tels que Python. Et donc, ça permet aux équipes de pouvoir travailler en toute symbiose. Et donc, Shiny pour Python, j'ai commencé à tester la chose. Je trouve que c'est assez bien fait, c'est assez simple. D'ailleurs, la philosophie de Shiny, c'est le développement, de pouvoir permettre plutôt aux gens de développer des applications web sans connaître par exemple des langages comme JavaScript, sans connaître du HTML, sans connaître du CSS. Donc, n'importe qui avec une connaissance en Python aujourd'hui peut développer son application web et le déployer. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette série de vidéos que je commence. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter l'application que vous serez capable de construire à la fin de cette formation. C'est-à-dire, au thème de cette formation, vous serez en mesure de, de développer cette application. Donc, vous aurez les fondamentaux du développement d'applications web dans Python avec la framework Shiny. Donc, on attend que la page s'affiche. Voilà. Donc, ici, c'est une application très simple. C'est une application, en fait, qui vous permet de voir la popularité au fil du temps des langages de programmation. Donc, ici, vous avez une liste déroulante qui vous permet de choisir le langage de programmation ou les langages de programmation que vous voulez faire afficher. Par exemple, par défaut, il affiche Python. Donc, vous voyez ici la courbe de popularité de Python depuis 2004 jusqu'à 2023. D'accord? Et j'ai utilisé des données open source qui sont disponibles sur Kaggle. Je vous mettrai le lien en description. Et vous aussi, vous allez pouvoir, au thème de cette formation, vous allez pouvoir construire cette application. Donc, pour ceux qui connaissent très bien AirShiny, cette interface ne leur pas être, ils sont habitués à une telle interface. Donc ici, vous avez un panneau latéral où vous mettez souvent vos commandes. Vous avez un panneau principal qui va accueillir les éléments de votre application. Ça peut être un graphique, un tableau, etc. Donc c'est la même chose ici aussi pour Shiny, pour Python. Donc ici, je vais choisir par exemple comme langage, je vais choisir par exemple R et Python. Je vais mettre aussi par exemple Scala. D'accord? Donc, j'ai la possibilité de choisir autant de langages et automatiquement, j'ai les courbes de popularité de ces langages. On voit très bien que Python est très populaire, donc il a une montée en popularité et très élevée. Scala ici en bleu et R est en vert. D'accord? Je peux encore essayer d'autres langages. Euh, je peux chercher par exemple MATLAB, Java. D'accord? Je peux effacer par exemple Scala
Je peux effacer Python. Donc, voilà, vous pouvez faire des manipulations comme ça. D'accord? Et vous avez aussi la période. Donc, les données commencent, je disais, à partir du 30 juin 2004 et prennent fin le 30 avril 2023. Cependant, vous avez aussi la possibilité de choisir précisément la date que vous voulez, la date de début et la date de fin. Donc, ça, c'est le date range. Donc, par exemple, moi, supposons, je vais partir de 2020, donc du 1er janvier 2020 au 1er avril 2023, par exemple, pour vous montrer que ça marche aussi. Voilà, donc vous avez la courbe qui s'est ajustée automatiquement pour nous montrer l'évolution de la popularité de ces langages au cours de cette période, dans la période que l'utilisateur a choisie. Donc, voici l'application finale que nous allons construire au cours de la formation. Mais avant, nous allons d'abord configurer l'environnement de travail. Et moi, j'utilise Visual Studio Code. Donc, Visual Studio Code qui est un éditeur de code très puissant, c'est open source. Ici, en allant sur code.visualstudiocode.com, vous pouvez le télécharger pour votre système. Moi, j'ai Windows, donc j'utilise la version pour Windows. Et il faut naturellement avoir Python installé puisqu'on parle de Shiny pour Python. Donc, ça veut dire que Python est le langage de programmation que nous utilisons ici. Donc, il faut naturellement que vous ayez Python installé dans votre machine. Et voilà, c'est tout ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de Python, nous avons besoin d'un éditeur de code. Si vous êtes vraiment à l'aise avec un autre éditeur de code Python, vous pouvez l'utiliser. L'essentiel, c'est que vous puissiez vous en sortir. Mais je vous conseille ou je vous suggère plutôt d'utiliser Visual Studio Code parce que nous allons aussi télécharger une extension Shiny pour Python dans Visual Studio Code qui va nous permettre de coder facilement. Donc voici, chers amis, l'introduction de la formation et dans la prochaine vidéo, nous allons rentrer dans le vif du sujet en commençant par créer notre première application Shiny pour Python. Dans cette vidéo, nous allons commencer par créer une première application Shiny à partir du langage de programmation Python. Mais tout d'abord, je vous invite à aller installer une extension très importante. Donc, vous allez ici dans ce menu-là, dans extension, vous cliquez sur extension et vous cherchez Shiny. Donc, il va vous proposer plusieurs choses. Ici, par exemple, vous avez Shiny for Python. C'est mis deprecate. Donc, vous ne l'installez pas parce que c'est mis deprecate. Donc, ça veut dire que voilà, ce n'est plus d'actualité, quoi. Donc, le premier que vous voyez ici, c'est Shiny for Python. Voilà. Cliquez là et vous l'installez. Moi, je l'ai déjà installé. C'est pour ça qu'il ne me propose plus l'option installer. Au contraire, il me propose l'option désactiver ou bien l'option désinstaller. Donc, vous aurez l'option install et vous cliquez tout juste sur le bouton et il fera l'installation pour vous. Donc, c'est très pratique cette extension, comme vous aurez l'occasion de le voir dans la formation. Elle nous permettra de coder facilement et de gérer facilement nos applications créées avec Shiny pour Python. Une fois que c'est installé, voilà, on peut commencer. Je suis dans un dossier que j'ai nommé cours Shiny pour Python, d'accord? Vous pouvez nommer votre dossier comme vous voulez. Et dans ce dossier, je vais commencer par créer un sous-dossier. Donc, je fais New Folder ici, que je vais nommer un Hello. Donc, ça sera par exemple une sorte d'application Hello World. Quand on veut apprendre un nouveau langage de programmation, ou bien quand on veut apprendre un nouveau framework, la tradition veut qu'on écrive un code Hello World, un premier code Hello World. C'est ce que nous allons faire ici. Donc, je crée ce dossier-là et je vais rentrer dans le terminal. Donc, je crée un nouveau terminal. Et dans ce nouveau terminal, j'irai dans le dossier, dans ce dossier que je viens de créer. D'accord? Donc, je vais dans ce dossier-là, un hello. Et dans ce dossier, je vais écrire cette commande Shiny create espace point. Et je vais la lancer. Mais attention, il faut, et ça j'oubliais, il faut forcément installer le paquet Shiny en lui-même. Donc, pipe install Shiny. Donc, il faut exécuter cette commande-là pour installer le package Shiny. Sinon, vous n'allez pas pouvoir fonctionner. Donc, une fois que le package est installé, c'est bon. On peut écrire maintenant la commande Shiny create point. Et quand je lance
cette commande, quand j'exécute cette commande, elle va me créer directement un fichier app.py, donc un fichier Python. Donc, regardez ici, j'ai dans le dossier 1 Hello, j'ai mon fichier Python qui a été créé pour moi. Ce n'est pas moi qui l'ai fait manuellement. Ça s'est fait avec la commande shiny create espace point. Je clique sur ce fichier et ce qui est intéressant, c'est que j'ai, attention, ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà un template de code et je vais vous expliquer ce template. Ce template, il est très simple. Vous avez une première ligne qui importe les dépendances nécessaires pour l'application. Donc, elle importe les fonctions nécessaires. Donc, from Shiny, import app, render UI. D'accord? Et vous avez un deuxième bloc de code, en fait, qui est l'interface utilisateur de votre application. Donc, une application Shiny, c'est décomposé en deux grands blocs. Il y a une interface utilisateur, donc, où cette interface-là, vraiment, c'est ce que l'utilisateur voit finalement. Et il y a maintenant une partie serveur, d'accord, où vous mettez tout ce qui est calcul, etc. pour faire fonctionner votre application. C'est un peu comme le moteur d'une voiture, d'accord. Donc, vous avez la partie front-end et la partie back-end. Donc, la partie back-end est définie par une fonction qui s'appelle serveur. Et dans cette fonction, vous mettez tout ce que vous voulez. Et donc, je vous invite à exécuter ce template-là et ensemble, nous allons décortiquer pour apprendre. Donc, il y a deux manières principales d'exécuter une application Shiny lorsque vous travaillez dans Visual Studio Code. Vous pouvez cliquer ici, quand vous cliquez sur la flèche, la petite flèche déroulante ici, vous avez Run Shiny App. D'accord? Vous avez Run Shiny App. On va cliquer sur ça. Et vous allez voir ce qui est, c'est très intéressant. Regardez, il vous montre l'application, le rendu de l'application directement à côté de votre code. Donc, il va créer un navigateur, un simple navigateur juste à droite de votre code. Et ça, c'est très intéressant. Vous avez le code là. Donc, il divise votre écran en deux. Vous avez la partie à gauche où vous avez votre code et à droite, vous avez le rendu directement. D'accord? Et nous allons décortiquer ensemble. Regardez, Hello Shiny, c'est ça que nous avons écrit ici. Donc, ici, c'est notre application Hello World pour Shiny. Donc, voilà, c'est ça qui a été écrit ici. Après, on va faire des modifications pour voir comment ça fonctionne. Ensuite, nous avons un slider, un input slider. Donc, il est là. Donc, vous avez les chiffres qui varient entre 0 et 100. Vous voyez, 0 et 100. Et par défaut, c'est sur 20. Voilà le 20 qui est ici. OK? Et vous avez un output qui est du test. Donc, ici, il utilise la fonction output test verbatim. Donc, un output qui est du test. Et dans le serveur, il va créer maintenant le code pour afficher cet output-là. Donc, il commence déjà par mettre un décorateur ici, @output, un autre décorateur, @renderTest, parce que notre output ici, c'est du test. C'est du test. Ce qu'on veut afficher, c'est du test. Donc, pour chaque type de sortie, donc pour chaque type d'output, il y a une fonction render dédiée. D'accord? Ici, c'est un test, donc render.test. Si vous avez un plot, je suppose que ça sera render.plot. Si vous avez par exemple une data frame, je suppose que ça sera peut-être render.dataframe. D'accord? Etc., etc. Mais ce n'est pas encore notre problématique ici. C'est juste comprendre déjà le squelette d'une application Shiny dans Python. Et ensuite, il définit une fonction, d'accord, pour créer ce rendu-là. Donc, le nom de la fonction doit correspondre à ce que vous avez mis ici. Donc, ici, on a mis, pour l'output, on a mis TXT. Donc, on va définir une fonction TXT pour créer cette sortie-là. Donc, il dit return et il fait la phrase ici. Donc, n fois 2 est, et il écrit le code input n fois 2. D'accord? Alors, je reviens dans l'interface utilisateur au niveau du input slider. Le input slider, c'est exactement comme dans R Shiny. Toutes les fonctions input ont trois, je vais dire, en tout cas, trois principaux paramètres. Il y a le ID, d'accord? Le ID, c'est ça qui identifie de manière unique votre objet input. Ici, le ID, c'est N. Et ce ID-là sera utilisé dans le serveur. OK? Donc, c'est ce ID que vous utilisez dans le serveur. Et il y a maintenant
le label ici, c'est grand N. Ça, c'est ce qui est affiché à l'utilisateur. Parce que pour toute entrée utilisateur, l'utilisateur doit comprendre ce qu'il doit faire. OK? Vous avez le label et ensuite, de manière spécifique pour ce input-là, il faut spécifier la valeur minimale, ici qui est 0, la valeur maximale qui est 100 et une valeur par défaut qui est 20. D'accord? Donc ici, on veut afficher en fait le calcul n fois 2, tout simplement. Donc vous voyez, n fois 2 est 40. n fois 2 is 40. OK, si je change, je mets par exemple à 30. Donc n égale à 30 ici, donc 30 fois 2, ça fait 60. Si je mets à 100, n prend la valeur 100 et ça fait 100 fois 2, 200. OK, voilà, c'est totalement simple. Si vous voulez faire appel à un input que vous avez créé dans l'interface utilisateur, il faut faire input.l'id de cet input et n'oubliez pas la parenthèse. Donc, ce template, il est vraiment très simple et vous permet déjà de comprendre comment structurer une application Shiny pour Python. Nous allons modifier pour voir le comportement lorsqu'on modifie l'application. Je vais mettre ici, au lieu de Hello Shiny, je vais mettre première application Shiny pour Python. Je vais mettre ça. D'accord? Quand je mets ça, regardez à droite, aucun changement. Mais ici, c'est parce qu'au niveau du code, je n'ai pas enregistré ce changement que j'ai effectué. Donc, je fais CTRL S pour enregistrer. Et vous allez voir automatiquement la modification dans le code a été prise en compte dans le rendu de l'application. Donc, je n'ai plus Hello Shiny, j'ai plutôt le titre première application Shiny pour Python. OK? Donc, ça, c'est pour vous montrer que en utilisant le run Shiny que nous avons vu ici, vous pouvez coder et au fur et à mesure voir les changements de vos codes et voir est-ce que ça fonctionne bien ou pas. Deuxième chose que je vais essayer de modifier, c'est le label ici de l'input de l'entrée utilisateur. Quand je mets un grand N, ça ne parle pas tellement à l'utilisateur. Je vais mettre choisis, attention, choisis un nombre. D'accord, choisis un nombre. Je vais mettre 2 points. Donc, je vais changer le label. Je fais CTRL S. Et vous voyez, le changement a été automatiquement pris en compte après avoir enregistré le code. J'ai fait choisir un nombre. Et donc, l'utilisateur maintenant voit qu'il doit choisir un nombre. D'accord, il peut choisir un nombre. Je vais aussi modifier le serveur. Ici, supposons que je ne veux plus faire n fois 2, mais je veux plutôt faire n fois 4. Donc, je peux modifier ceci en faisant ici tout simplement, je change, je mets 4. D'accord? Et donc, quand je fais CTRL S, d'accord, il vient à 20 et il me fait n fois 2 is 80. Donc, vous voyez que il a fait 20 fois 4 en fait. Mais je devais changer aussi ce test-là. Donc, c'est plutôt n fois 4. Je fais CTRL S et il est n égale à 20. n fois 4, 20 fois 4, ça fait 80. OK? De la même façon, je peux faire encore un autre changement. Je peux faire, je vais faire par exemple 5 plus n. Plus n, donc plus inputs.n fois 10, par exemple. Fois 10. Donc ici, je vais mettre ça aussi, 5 plus n, d'accord, fois 10. Je fais CTRL S. Et on va voir ensemble. Regardez, n égale à 20. Donc 20 fois 10, ça fait 200. Donc 5 plus 200, ça fait effectivement 205. Si je mets à 0 par exemple, n égale à 0. Donc 0 fois 10, ça fait 0. 0 plus 5, ça fait 5. Donc voilà. Donc vous pouvez modifier l'interface utilisateur. Vous pouvez aussi modifier le serveur en conséquence. Donc dans cette vidéo, vous avez appris à créer une première application Hello pour Shiny dans Python. Vous avez compris les différentes parties d'une application Shiny dans Python. Vous avez la première ligne où on importe les packages, en tout cas les dépendances nécessaires. Vous avez un second bloc de code qui définit l'interface utilisateur et vous avez un troisième bloc de code qui est la fonction serveur. Et j'ai oublié ce dernier bloc de code ici, c'est ça qui va vous permettre de compiler le serveur, le front-end et le back-end afin de générer l'application.
Et nous avons vu comment directement dans Visual Studio Code exécuter l'application et avoir le rendu juste à droite de notre code. D'accord? Et ça, c'est très intéressant. Donc, ça, c'est bien. Pour fermer l'exécution, vous venez dans le terminal, vous cliquez dans le terminal, vous faites CTRL-C. Donc, il va fermer l'exécution et je peux fermer ici. Supposons que je ne veux pas exécuter mon application avec Run Shiny App. Je peux aussi l'exécuter avec la commande Shiny Run App dans le terminal. Donc, si j'exécute cette commande, il dit Connote import module. Ah oui, je dois aller dans le dossier. Donc, je vais créer un nouveau terminal. Je vais dans le dossier 1. Hello. D'accord. Et je fais Shiny Run App. Donc, votre fichier, le fichier de votre application, c'est app.py. Donc, le module, c'est app. D'accord. J'exécute cette commande. Et ça sera exécuté par défaut, ça sera exécuté plutôt dans le navigateur par défaut de mon ordinateur. Quand je fais CTRL et je clique sur ce lien, voilà, j'ai mon application ici qui s'exécute dans le navigateur par défaut de mon ordinateur. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est plutôt intéressant de faire plutôt la commande Run Shiny App. Comme ça, vous avez votre écran qui est partagé en deux. Vous avez le code et le rendu directement. Et ça vous permet de travailler et de voir directement comment fonctionnent vos modifications. Donc, je viens dans le terminal, je fais CTRL-C pour finir l'exécution du serveur. Et je peux fermer le terminal aussi. Donc ça, c'était la première application Shiny pour Python. Maintenant, vous comprenez le template, en tout cas le squelette d'une application Shiny pour Python. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre le concept de réactivité d'une application Shiny dans Python. Dans cette nouvelle vidéo de la formation développement d'applications Python avec Shiny, nous apprendrons le concept de réactivité. La réactivité, c'est ce qui va permettre à votre application de répondre aux entrées utilisateurs, de répondre à tout ce que l'utilisateur va choisir dans le front-end automatiquement, de manière automatique. Donc, pour vous montrer cela en démonstration, je vais créer un dossier que j'ai nommé 2_reactivity. Et dans ce dossier, je vais créer une nouvelle application Shiny. Donc, j'ouvre le terminal. Je vais dans ce dossier. Et comme nous l'avons fait précédemment, je vais exécuter la commande shiny create. Et cette commande va me créer un nouveau fichier dans mon dossier, un fichier nommé app.py qui est un template d'application Shiny dans Python. Une fois que j'ai ça, nous allons étudier ensemble la réactivité. De manière naturelle, toutes les applications Shiny sont réactives. C'est ce qui fait le cœur d'une application Shiny, c'est la programmation dynamique. D'accord? Donc, si j'exécute ce code-là, nous allons le voir ensemble. Lorsque l'utilisateur change le nombre, automatiquement, le calcul est fait. Donc, l'affichage est réactif suivant le choix de l'utilisateur. Donc, si je mets à 100, ça donne automatiquement 200. Donc, c'est ça la réactivité. Donc, naturellement, les applications Shiny sont réactives. Mais il arrive souvent que vous allez devoir vous-même créer une fonction réactive ou bien créer et rendre un objet réactif. Je vais vous montrer cela. Nous allons modifier légèrement ce code-là. Je vais dire, par exemple, je vais créer un objet réactif. D'accord? Je fais @reactive.calc. Naturellement, il me met qu'il ne reconnaît pas ça parce que je n'ai pas importé la fonction réactive. Donc, je vais l'importer là. Donc, j'importe la fonction réactive. N'oubliez pas de mettre la virgule. OK.
Et donc, je vais créer une fonction réactive. Je vais dire, par exemple, df, euh, je vais dire, je vais le nommer, par exemple, résultat réactif. Résultat réactif. Et je vais faire return, je vais copier ça et le coller là. OK? Donc, euh, ça, c'est mon résultat réactif. Ici, je vais plutôt faire n fois 10. D'accord? Ça, je vais le nommer TXT1 et je vais en créer un autre qui est TXT2. TXT2. Donc, ça veut dire que j'ai deux sorties, d'accord, qui sont du test. Donc, je viens de créer un objet réactif. Un objet réactif doit forcément avoir dans sa définition une entrée utilisateur. Ici, la seule entrée utilisateur que j'ai dans cette application, c'est le input slider dont l'identifiant est n. J'ai utilisé cette entrée utilisateur pour faire une phrase, dit n fois 10 égale, ça fait n, l'entrée utilisateur là, fois 10. OK? Et ça, c'est un résultat réactif. C'est pour ça que je lui mets le décorateur réactif calc au début. Et donc, je vais définir pour ce objet-là, je vais définir maintenant le txt2. D'accord? Donc, je vais faire @output et @render.test et je vais définir def txt2. txt2, OK? Def txt2 plutôt. 2 points. Ça sera quoi? Ça sera return mon résultat réactif, qui est une fonction. Donc, je n'oublie pas la parenthèse. Donc, tout simplement, txt2, il prend tout simplement le résultat réactif, la fonction résultat réactif. OK? Et ici, c'est plutôt txt1. Bon, pour être vraiment, vous voyez, j'ai défini txt1 tout d'abord dans l'interface utilisateur, mais dans le serveur, j'ai d'abord défini txt2, peu importe. Mais je vous conseille quand même d'aller dans l'ordre, d'accord? Dans le serveur, peu importe vous placez le code de vos sorties, ça importe très peu, mais pour une meilleure compréhension de vos, en tout cas de ceux qui vont lire le code, je vous invite à faire les choses dans l'ordre. Donc ici, j'ai défini ma sortie TXT1, j'ai défini ma sortie TXT2. Et vous allez voir que ça sera le même comportement. J'ai la réactivité naturelle ici, dans TXT1. D'accord? La réactivité naturelle, je n'ai pas eu besoin de définir une fonction réactive. Et ici, j'ai défini une fonction réactive qui sera la valeur de ma sortie TXT2. Je fais CTRL S. Voilà, j'ai Hello Shiny. Le n est sur 20. Donc, n fois 2, c'est 40. Et n fois 10, c'est 200. D'accord? Si je change, automatiquement, ça change. 31 fois 10, ça fait 310. Donc, ça veut dire que j'ai créé ma propre valeur réactive ici. Et c'est ça qui est la valeur de ma sortie TXT2. Donc, la réactivité, pour résumer, c'est ce qui va vraiment rendre votre application interactive, dynamique. Hein? À chaque fois que l'utilisateur change quelque chose, ça répond directement dans l'application. Okay? Et c'est d'ailleurs là l'intérêt de créer des applications parce que ce programme-là, je pourrais définir une fonction qui prend un argument n et qui fait cette sortie-là. D'accord? Mais à chaque fois, il va falloir l'exécuter. Quand je change l'argument n, il faut que j'appelle encore la fonction pour qu'elle me donne les résultats. Mais avec une application, de manière interactive, automatiquement que je change quelque chose, j'ai le changement qui s'effectue au niveau de la sortie. Et vous allez voir avec l'application que nous allons construire au final que vraiment en data science, on a besoin de ce genre de choses-là, de réactivité, pour avoir des dashboards ou bien des applications vraiment dynamiques qui rencontrent des choses en temps réel. Okay? Donc, c'est ça le concept de réactivité. Je viens de vous montrer comment construire votre propre fonction réactive et l'utiliser dans la définition
d'une des sorties de votre application. Et c'est totalement simple, comme vous l'avez vu. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons continuer la formation et nous allons voir cette fois-ci comment organiser le front-end de votre application. Dans cette nouvelle vidéo de la formation développement d'applications Python avec Shiny, nous allons voir comment organiser le front-end, c'est-à-dire l'interface utilisateur d'une application Shiny dans Python. Donc, j'ai créé un nouveau dossier que j'ai nommé 3_organisation front-end. Et dans ce dossier, j'ai créé mon application app.py, donc avec la commande shiny create. Ça, nous l'avons vu dans les vidéos précédentes. Donc, il me donne un template d'application que je vais utiliser pour vous démontrer l'organisation du front-end. À ce niveau, je peux exécuter mon application comme à l'accoutumée. Donc, je fais run shiny app. Et il va placer un navigateur juste à droite de mon code, ce qui me permet de voir le rendu de mon application. Ici, j'ai tout qui s'affiche dans en tout cas dans le cadre dédié à l'application. Okay? J'ai le titre, j'ai l'entrée utilisateur, donc le slider input, et j'ai la sortie aussi de l'application dans n x 2 est 40. Mais de manière conventionnelle, pour les applications Shiny, comme dans R Shiny, on fait une organisation panneau latéral, panneau principal. C'est-à-dire, dans le panneau latéral, vous avez les commandes utilisateurs. Donc, tout ce que l'utilisateur peut commander, je vais dire, donc les entrées utilisateurs, afin d'interagir avec l'application. C'est tous ces boutons-là que l'utilisateur peut utiliser pour interagir avec l'application. Et ce panneau latéral, il a une largeur vraiment petite. D'accord? Et dans le panneau principal qui est très grand, vous avez maintenant les objets, les sorties en tout cas de votre application qui sont placés. Ça peut être des graphiques, ça peut être un tableau. Donc, on laisse assez d'espace à ce panneau-là. C'est pour ça qu'on l'appelle panneau principal qui accueille les éléments de sortie de votre application. Donc, c'est cette organisation, comment le faire avec du code. C'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, tout se passe dans l'interface utilisateur. On ne touche même pas au serveur. D'accord? Donc, ici, c'est une organisation front-end. Donc, tout se passe ici. Là, vous avez l'entrée utilisateur et la sortie qui sont définies à partir de respectivement input slider et output test verbatim. Les entrées utilisateurs, c'est toujours précédé de input et les sorties, c'est toujours précédé de output. Donc, ces deux éléments doivent être dans une fonction qui s'appelle layout sidebar. Donc, je les sélectionne comme ceci. Je fais CTRL-INS et je vais écrire cette fonction-là, UI layout sidebar. Et je colle à nouveau. D'accord? Donc, tout ça doit être dedans. Maintenant, de manière précise, les inputs, maintenant, seront dans le panneau latéral. Donc, ça aussi, c'est dans une autre fonction. Donc, je vais faire CTRL-X et je vais écrire cette fonction-là. C'est UI panel sidebar. D'accord? On va supposer que je dois placer plusieurs entrées utilisateurs. Donc, je vais faire comme ceci. Donc, là, j'ai placé mon input dans le sidebar. D'accord? Je n'oublie pas de mettre la virgule ici. Et ma sortie ici doit être dans le panneau principal. Donc, je vais la sélectionner, faire CTRL-X. Et le panneau principal, ça s'écrit UI panel main. Main, ça veut dire principal. Et je place mon code là. Donc, voilà, je viens d'organiser mon interface utilisateur en un panneau latéral qui va accueillir les commandes utilisateurs, donc tous les boutons que l'utilisateur peut, sur lesquels l'utilisateur peut appuyer pour interagir avec l'application, et un autre panneau principal qui accueille mes éléments de sortie. D'accord? Si je fais CTRL-S, vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Donc, je fais CTRL-S et vous voyez, je vais agrandir, on peut bien voir ensemble. Voilà. Donc, regardez, vous avez le panneau latéral ici et vous avez le panneau principal qui affiche l'élément de sortie. Donc, c'est comme ça vous pouvez organiser votre application pour que ça soit beaucoup plus compréhensible par l'utilisateur. Et vous voyez, le serveur n'a pas changé. La réactivité aussi n'a pas changé. Donc, lorsque je mets à 100, par exemple, il me dit n x 2 est 200. Donc, je n'ai même pas touché au
au serveur. D'accord? Voilà. Si je reviens là, je peux vous montrer autre chose, c'est que pour définir vraiment le titre, c'est plutôt panel, panel title. Je fais CTRL S. Vous avez vu que ça s'est un peu agrandi légèrement et c'est devenu un peu plus foncé. D'accord? Donc, voilà vraiment comment on peut organiser le code de l'interface utilisateur d'une application. Toutes les entrées utilisateurs dans le panneau latéral, défini par panel sidebar, et tous les éléments de sortie dans le panneau principal, défini par panel main. Et que ce soit panneau latéral et panneau principal, vous les placez tous dans la fonction layout sidebar. Layout sidebar, c'est la fonction qui organise de manière générale votre front-end. Donc, chers amis, voilà comment vous pouvez organiser votre application Shiny dans Python. Il existe plusieurs façons d'organiser, mais ça, c'est l'une des manières naturelles et conventionnelles même que les développeurs d'applications Shiny utilisent. J'espère que vous avez bien cerné cette leçon. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer maintenant par créer notre application qui va montrer l'évolution de la popularité des langages de programmation. Donc, nous allons utiliser des données. Comme vous le savez, en data science, l'élément principal qu'on utilise, ce sont les données. Donc, nous allons utiliser un fichier de données, nous allons l'intégrer dans l'application et après avoir construit l'application, nous allons la déployer. Donc, je vais vous montrer comment aussi déployer votre application pour qu'elle soit disponible en ligne et que vous puissiez la partager à toutes les personnes que vous voulez. Donc, merci et à bientôt. Je vous propose de commencer par construire l'interface utilisateur. D'accord? On va le faire pas à pas. Donc, l'interface utilisateur, c'est tout simple. C'est deux entrées utilisateurs finalement. Donc, la liste déroulante pour choisir les langages et le date range pour choisir une date de début et une date de fin. Ce n'est que ça. Donc, ce que je vais commencer par faire ici, c'est mettre un titre quand même. Donc, panel title, je mets un titre. Je vais mettre quoi? Je vais mettre popularité des langages de programmation. Popularité des langages de programmation. Ça, c'est mon titre. OK? Et ensuite, je vais organiser le... Non, j'ai pas besoin de ça. Je vais organiser mon front-end. Toujours dans la fonction layout. Non, attention. UI.layout sidebar. Voilà, c'est là que je vais organiser mon front-end. Première chose, c'est de faire mon panneau latéral. Donc, UI.panel sidebar. J'ai deux entrées utilisateurs dans ce panneau latéral. J'ai premièrement la liste déroulante qui va accueillir les langages de programmation que l'utilisateur peut sélectionner. Donc, je vais utiliser pour ça la fonction selectize. Ici, je vais faire de la sélection multiple. Donc, je vais permettre à l'utilisateur de pouvoir sélectionner un ou plusieurs langages de programmation. C'est pour ça que j'utilise selectize plutôt que select tout simplement. OK? Donc, selectize, je vais mettre un ID. ID, c'est langage. D'accord? Je vais appeler ça langage, tout simplement. Je vais mettre un label. Le label, je vais mettre choisissez. Je vais mettre quoi? Il faut mettre quelque chose qui soit explicite. Choisissez un ou plusieurs langages. D'accord? Choisissez un ou plusieurs langages. Et le choix, ici, ça sera quoi? Le choix, ici, ça sera mon dictionnaire, là. D'accord? Ce sera mon dictionnaire que j'ai créé. D'accord? Je laisse ça d'abord. Et j'aurai, attention, ici, j'ai selected. C'est la valeur par défaut. Je vais lui donner une valeur par défaut. En temps normal, la valeur par défaut, c'est la première valeur du dictionnaire. Je n'ai même pas besoin de donner une valeur par défaut. Mais afin de vous montrer cet argument, je vais de manière explicite choisir Python comme valeur par défaut. D'accord? Et multiple égale true, c'est pour dire que l'utilisateur peut faire une sélection multiple. Tout simplement. Alors, ça, c'est bon. Mais regardez ici, je n'ai pas encore mis le choix parce que il faut que j'importe mes données directement aussi dans le fichier de l'application. Donc ici, j'ai importation des packages et
Après, j'aurai importation et préparation des données. D'accord? Et ici, j'ai mon interface. Il faut souvent mettre des commentaires pour que les gens comprennent votre code, hein. Et là, j'ai le serveur. Donc, c'est le backend. D'accord? Voilà. Donc, importation et préparation des données. Je commence par importer mon fichier de données. Moi, je vous conseille, je peux faire par exemple df égale pd, read csv, machin, et le faire, hein, gentiment comme ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vous conseille souvent de faire des fonctions. Lorsque vous développez une application, créez des fonctions. Ça fait que votre code sera modulaire. Donc, je vais définir une fonction que je vais nommer load data qui va retourner read csv. Donc, il ne reconnaît pas PD, ça veut dire que je n'ai pas importé en temps. Donc, je fais les importations ici. Pandas as PD, import numpy as np. D'accord? Donc, la PD with CSV. Et il faut que je mette le nom de... Non, je vais copier ça ici. Le chemin de mon fichier. Donc, c'est ça, le chemin de mon fichier. Voilà. Je reviens là. Mais je ne vais pas mettre un truc absolu. Parce que je pense, en créant l'application, en développant l'application, il faut penser déjà au déploiement. D'accord? Donc ici, si je mets par exemple, je mets le chemin, je peux copier le chemin ici, hein, regardez, si je fais ça, copy path, copy relative path. Ça, c'est le chemin absolu, ça, c'est le chemin relatif. Donc, je vous conseille souvent d'utiliser le chemin relatif, comme on le sait. Donc, je fais ça, je vais vous montrer le chemin relatif, c'est ça. Je fais 4 popular language, popularity for program. Supposons que quand je vais déployer mon application, je n'ai plus le dossier, ce dossier-là, popular language. Tout mon code ne va plus fonctionner. D'accord? Donc, ce que je vais faire ça plutôt intelligemment. Je vais vous montrer. Attention. Je vais utiliser la fonction path de la librairie pathlib. Import pathlib. Attention. Donc, from pathlib. Import. Voilà. Et ici, au lieu d'écrire les choses en dur, je vais faire ça. File, d'accord, point parent. En ce moment, il trouve il trouve comment on appelle le fichier parent, le dossier parent plutôt de mon fichier. Donc, en temps normal, c'est ce que je devais écrire 4 popular language, mais je ne l'ai pas écrit, mais je l'écris comme ça en code. Et là, même si mon fichier est dans n'importe quel dossier parent, le code va fonctionner. C'est ça l'idée. Et après, je fais ça et je mets le nom du fichier, tout simplement. D'accord? Donc, ça, j'ai ma fonction load data qui charge le données, retourne une data frame ainsi. Ensuite, j'aurai une fonction que je vais nommer data preparation. D'accord? Cette fonction va reprendre le process que nous avons réalisé ici. Donc, nous avons importé les données. Après, nous avons transformé la colonne date en format détail. Après, nous sommes passés d'un format large à un format long. D'accord? C'est ce process-là que je vais reprendre dans ma fonction data preparation. Donc, je fais raw data. Ce serait égal à quoi? Ce serait égal à ma fonction load data, puisque load data retourne data frame. Donc, je stocke le résultat dans la variable raw data. Et finalement, à partir de raw data, je prends la colonne date time, d'accord, et je la convertis en, je vais convertir, attendez, non, c'est plutôt date, d'accord, que je convertis en date time. Donc, raw data date. Bon, je vais explicitement définir le format pour qu'il ne se perde pas. Donc, je sais que dans mes données, c'était écrit le mois et espace l'année. D'accord? Je vais définir ça aussi, mais pas besoin. Vous voyez ici, on n'a pas fait cette définition-là. Si vous vous rappelez, voilà. Mais vu que le truc ira en production, franchement, il faut bien faire les choses. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais faire le format long. Donc, long,
je vais nommer ça long data égale raw data.melt. Je reprends tout simplement le code qui est ici, hein. Je peux même copier pour que ça soit plus rapide. Voilà, je viens et je colle. D'accord, j'ai long data. Attention, point reset index drop égale faux. Ok, et je retourne long data. Donc, ma fonction data preparation prend mes données brutes là et retourne les données préparées, donc dans le bon format que je veux utiliser dans l'application. Et quand j'ai fini, je vais définir une variable clean data, par exemple, qui sera le résultat de ma fonction data preparation. Start date, bon, je vais copier ici, tout simplement. J'avais défini ça quelque part. Voilà. Date start et date end. Date start et date end, ça c'est plutôt, ici c'est clean data maintenant. Là aussi c'est clean data. D'accord? Donc, et ça je vais l'utiliser quelque part dans l'application. Et je reviens ici dans Trace. Dans Trace, j'avais mis quoi? C'est le dictionnaire là. C'est ça. Donc, je copie ça. Donc, ce sont les noms. Donc, CTRL C. Tac. Je fais ça. CTRL V. Les noms, c'est... Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt définir ça ici aussi. Que ça soit plus simple. Les noms des langages, c'est la colonne language. Je vais nommer ça comment? Langage, d'accord? La colonne langage unique, d'accord? Et le dictionnaire maintenant, nom dicta égale for L in non, tout simplement. Donc c'est le même code que j'ai écrit ici, d'accord? Voilà. Donc ça, je l'ai là. Donc ici trace, c'est non dit, tout simplement. Je fais CTRL S. Voilà, ça je viens de faire la préparation des données. C'est quelque chose que je peux faire dans un autre fichier, hein, et importer même le fichier. Dans un autre fichier Python et importer ce module là ici, mais ici je le fais directement là. Et j'ai construit la première liste déroulante où l'utilisateur choisit un ou plusieurs langages. D'accord? Ce qui est bien quand vous développez une application, c'est de faire comment dire, d'exécuter de temps en temps pour voir si tout fonctionne bien. D'accord? Dans le serveur, je n'ai encore rien. Donc, j'efface ici, j'efface tout ça. Voilà, j'efface tout ça, comme ça c'est bon. Alors, pourquoi j'ai de soucis? C'est parce que c'est en rouge. Je me dis que c'est en rouge, donc c'est forcément dû à quelque chose. Je vais mettre ici return, return node. D'accord? Dans le serveur, c'est une fonction, je dis return node. Je fais CTRL S. Je vais exécuter. Run Shiny App et on va voir si tout fonctionne bien. Donc, il y a une erreur. C'est pour ça que ça ne s'affiche pas. Alors, je vais regarder. Essayer de comprendre l'erreur. Dans layout sidebar missing un requête positional argument. Je vais voir. Layout sidebar. Dans layout sidebar. Je vais essayer de mettre des vidéos peut-être. Non, toujours
non. Alors, euh, euh, hum, hum. Il faut qu'on arrive à déterminer où est-ce qu'il y a erreur. On regarde encore. Voilà, on a défini la fonction data preparation, la fonction load data, c'est bon. Clean data, date start, c'est ça. Date end, c'est ça. Le nom, là, le nom dit, ok. Layout sidebar. Dans layout sidebar, j'ai panel sidebar, ok, où j'ai défini le input selectize. Et là, franchement, je ne sais pas pourquoi il y a... Ouais. Ben, je vais définir... donc, j'ai mon panel sidebar. Je vais définir un output. UI output, par exemple, output plot. De toute façon, c'est les séries temporelles. Donc, plots, je vais nommer ça plot, plot time series. D'accord? Et ça doit être dans le panneau principal par contre. Donc là, j'ai le panneau latéral. Il faut que je mette ça dans le panneau principal. Donc, UI panel main. Ah oui, c'est peut-être ça. Hein. Parce que dès que vous mettez le layout sidebar, il faut un panel sidebar et un panel main, forcément. Donc, plot time série. Et si je vais faire arrobase render plot, parce que c'est un plot que je veux comme rendu, et je vais faire def, le nom. Là, il dit que j'ai mis ici, ça correspond au nom de la fonction qui définit la sortie. Et je vais faire return, pour le moment, je vais faire return null. Je fais CTRL S. On va voir. Ok, ça a l'air de fonctionner. Donc, vous avez le titre popularité des langages de programmation. Derrière le titre, voilà, j'ai bien mis panel type, très bien. Choisis un ou plusieurs langages. Donc, par défaut, c'est sur Python. Et je vois ma liste déroulante, elle est bien là. Ok. Donc, je vais agrandir pour qu'on puisse bien voir. Voilà, donc j'ai mon panneau principal, j'ai mon panneau latéral. Je peux choisir plusieurs langages. R. Je peux en supprimer plusieurs aussi si je veux. Ok, donc ça fonctionne bien pour le moment. Je fais CTRL C dans la console pour arrêter. Et je ferme carrément le terminal. Donc, ce qui me reste, c'est de faire la deuxième entrée où l'utilisateur choisit, comment dire, le date range, dans la période qu'il veut afficher. OK? Donc, ici, je vais à la ligne et je fais UI, c'est date range. Date range. Je pense que c'est ça. Voilà, input date range. Et même chose, input date range, il va prendre comme argument un ID. Donc, ID égale, je vais nommer ça tout simplement date range aussi. Et un label. Dans label, c'est ce qui va s'afficher dans le front-end. Donc, choisis une période. Je vais mettre choisir une période. Choisis une période. D'accord? Deux points. Start. Start par, il prend la valeur, une valeur par défaut et end prend une valeur par défaut aussi. Donc, moi, ma valeur par défaut, je l'ai définie ici. Donc, c'est ça qui est date start. Donc, je start, c'est date start. Et end, c'est la valeur par défaut de fin, de date de fin. D'accord? C'est date end. Sachant que date start, c'est la première date dans mon jeu de données et date end, c'est la dernière date. Donc, la date maximale pour date end et la date minimale pour date start. J'ai ça, je fais CTRL S.
Je peux exécuter encore une fois pour m'assurer que la modification de ce code fonctionne très bien. Moi, je fais un run Shiny App. Si tout fonctionne bien, ça doit m'afficher l'application. Je mets comme un virgule ici. Donc, il me dit application startup complète, mais je ne vois pas l'application. Qu'est-ce que se passe? Il devait me l'afficher justement à droite ici. Donc, je fais CTRL C. Je fais. Je fais Shiny Run App. Et là, ça va exécuter dans le navigateur par défaut de mon ordinateur. Voilà. Donc, mon application fonctionne très bien pour le moment. J'ai l'interface utilisateur qui a deux panneaux, un panneau principal, un panneau latéral. Dans le panneau latéral, j'ai deux entrées utilisateurs. Une entrée utilisateur qui est une liste déroulante qui permet à l'utilisateur de choisir un ou plusieurs langages. Et une autre entrée utilisateur qui est un date range qui permet à l'utilisateur de choisir une période d'observation, donc une date de début et une date de fin. Ça, si j'étais développeur front-end, mon travail, il est fini ici. Après, franchement, vous pouvez customiser, hein. C'est ça aussi qui est intéressant avec Shiny, c'est que si vous êtes bien en HTML, en CSS, vous pouvez customiser votre front-end, il n'y a pas de souci. Mais déjà, vous avez un front-end uniquement avec du code Python. Donc, pour ceux qui ne connaissent que Python, franchement, ils peuvent développer leur propre application sans avoir à faire appel à quelqu'un qui maîtrise HTML, JavaScript, CSS, etc. Maintenant, je passe la main au développeur backend qui va essayer maintenant de mettre le code dans le serveur pour les calculs et pour que l'application soit vivante. Donc ça, je fais. Et voilà, je fais CTRL C pour qu'il me redonne la main à nouveau. Maintenant, le front-end a été développé. Je vais arrêter la vidéo ici et nous allons, dans la prochaine vidéo, passer au code du back-end, donc au code du serveur. Dans la vidéo précédente, nous avons codé le front-end de notre application sur la popularité des langages de programmation. Dans cette vidéo, nous allons commencer par coder le back-end de l'application, donc la partie serveur. Donc, je viens dans la fonction serveur. C'est cette fonction-là qui va regrouper tous vos codes, votre code dans le serveur. OK? Maintenant, réfléchissons un peu. Notre application a pour but d'afficher une série temporelle qui montre l'évolution de la popularité du langage de programmation que l'utilisateur a sélectionné. Donc, ce graphique répond à des entrées utilisateurs. La première entrée utilisateur, c'est que l'utilisateur choisit lui-même le ou les langages. Je dis ça quelque part ici, choisir un ou plusieurs langages. Donc, ça, c'est la première entrée utilisateur. La deuxième entrée utilisateur, c'est le date range. Donc, c'est la période, la date de début et la date de fin. Donc, ça suppose que à chaque fois, la data frame qui va servir à construire le graphique sera filtrée selon ce que l'utilisateur a choisi comme langage, donc la colonne language, et selon le date range. OK, donc ça a à voir avec la colonne date. Donc, cette data frame filtrée-là sera réactive, on est d'accord, puisque elle répond aux entrées des utilisateurs. Donc, elle est réactive. Et c'est pour cela que la première chose que nous devons construire, c'est construire ces data frames réactives-là. Donc, dans le serveur, je vais mettre un décorateur reactive.4. Donc, je vous avais expliqué le concept de réactivité dans une vidéo précédente et on a fait même une démonstration. Donc, ici, j'importe la fonction réactive. Donc, je mets le décorateur réactive, calque, et je vais définir ma data frame filtrée. Je vais dire dfilter data. Maintenant, cette data frame filtrée, elle dépend de deux entrées utilisateurs, on l'a bien dit. Elle dépend de ce que l'utilisateur choisit comme langage et de ce qu'il choisit comme date range. OK? Donc, date range, c'est deux choses. Il y a la date de début et la date de fin. Donc, je vais dire par exemple date selected start. Donc, ça veut dire la date sélectionnée de début.
ce sera égal à quoi? Ce serait égal à input date range. D'accord? Date range, c'est l'identifiant de cette entrée utilisateur, de cet input là. D'accord? Input date range a comme ID date range. Donc, si je dois l'utiliser, je fais input.dateRange. Je n'oublie pas la parenthèse. OK? Et donc, la date sélectionnée, c'est la première valeur. Donc, je fais crochet 0 pour prendre la première valeur. On sait que dans Python, on commence à compter à partir de 0. Donc, le premier élément, c'est d'indice 0. OK? Ça, c'est le date start sélectionné par l'utilisateur. OK? Et tout ça, je dois m'assurer qu'il est en format datetime. Donc, c'est pour ça que je vais rajouter pt to datetime. Je vais mettre tout ça en parenthèse. Et donc, comme vous vous en doutez, le date selected end serait égal à tout simplement ça, mais d'indice 1. D'accord? Donc, je reprends le date range. Il a une date de début, une date de fin. D'accord? Et la date de début, c'est le premier élément. La date de fin, c'est le deuxième élément. Donc, moi, je vais faire une filtration suivant ces deux variables-là. Donc, c'est pour ça que je les crée d'abord. OK? Et maintenant, donc, ma data frame sera égale à clean data. Clean data, on l'a défini plus haut, c'est la sortie. Donc, c'est le résultat de la fonction data preparation. Donc, clean data, je vais utiliser .loc. Je vais faire une filtration, donc je peux utiliser .loc. D'accord? Première chose, je prends la colonne langage. C'est ce qui est bien avec Visual Studio Code. À chaque fois, il vous propose, il fait une autocomplétion. C'est comme vous écrivez des SMS, ça vous propose l'application SMS dans votre téléphone, vous propose les mots. C'est exactement ça avec Visual Studio Code aussi. En tout cas, tous les éditeurs de code modernes font cette capacité-là. Ce is in list. Pourquoi je dis is in? Donc, je vais filtrer, sachant que l'utilisateur peut choisir un ou plusieurs langages. Donc, il faut que j'utilise la fonction is in. Donc, is in, il fait une filtration pour la colonne langage qui est dans la liste. Et dans quelle liste? C'est la liste input.langage. Donc, je vais regarder l'ID que j'ai écrit ici. Donc, c'est langage. D'accord? Langage. OK. Je mets la parenthèse. Ça, c'est ma première condition. Donc, ici, je fit ma data frame clean data selon la colonne language, d'accord? Mais language qui prend les valeurs qu'il y a dans la liste que l'utilisateur a choisi, dans la liste des langages que l'utilisateur a choisi. Et je rajoute un « et » pour faire la deuxième condition. Je mets encore une parenthèse. Deuxième condition, c'est sur la date de début. Donc, clean data, la date supérieure ou égale, d'accord? Parce que je prends les observations, c'est date de début. Donc, je prends les observations supérieures ou égales à la date de début, sélectionnée par l'utilisateur. Okay, ça, c'est la deuxième condition. Et la troisième condition, naturellement, c'est clean data, la colonne date, maintenant inférieure ou égale à la date sélectionnée de fin. Voilà. Et voilà que je fais un look, je fais un reset index drop égale faux. Donc ça, c'est ma data frame filtrée. Donc, je retourne cette data frame filtrée. Donc, je viens de construire un objet réactif qui va retourner une data frame réactive en fait. D'accord? Donc, à chaque fois que l'utilisateur choisit un langage ou bien plusieurs langages et choisit une date de début et une date de fin, j'aurai la data frame correspondante. Donc, c'est vraiment réactif. Et donc, c'est cette data frame réactive que je vais utiliser dans la construction de mon graphique, donc du graphique de série temporelle. OK? Et pour construire ce graphique, je vais utiliser, bon, je vais faire une petite démonstration tout d'abord. C'est que je vais faire par exemple un output data pour que vous voyez ce que je dis, que ça fonctionne bien, on vérifie que ça fonctionne bien. Je vais créer ici un UI output data frame. D'accord? Output data frame. Que je vais nommer table. D'accord? Table. Je vais nommer ça table. Et ici, je vais créer
je vais faire arrobase, je vais faire un arrobase output, je vais faire un arrobase render. Il y a différents types de render, hein. Donc, ça sera render data frame et render data frame def table return. Il va retourner quoi? Return feature data. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai créé une sortie qui est une data frame. Donc, c'est pour ça c'est output data frame que j'ai nommé table. Donc, son identifiant, c'est table. Et pour générer cette sortie, je suis venu dans le serveur, j'ai fait @output. Donc, avant toute sortie, il y a @output, @render data frame pour dire que c'est une sortie data frame, d'accord? Et j'ai défini df table, donc table qui retourne ma data frame filtrée ici, dans l'objet réactif filtré data. OK? Je fais CTRL S. Je vais exécuter mon application pour vérifier que tout fonctionne bien. Bon, me dit un support for the input and the input state. Request to any support. Qu'est-ce qu'il me dit? Output data frame. Ici, render data frame. Je vais par exemple si je fais render, j'ai render table. Est-ce que ça va marcher avec render table? Je sais rien. Je vais changer pour ne pas prêter à confusion. Ici, je vais mettre data filtré. Donc, df data filtré. Toujours la même chose. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Je vais mettre UI output table par exemple. Ah, toujours. Bon, là, je sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Si je mets d'abord ça. Non, non. Donc, ça, je vous invite à faire une recherche là-dessus. Moi-même, je vais chercher pour voir comment je peux afficher ma table de données. C'est vrai que je n'ai jamais essayé ça, mais normalement, tout est bon. La filtration est bien faite. Et voilà. Donc, mais ça ne s'affiche pas, je ne sais pas. Donc, je vais enlever ça. De toute façon, c'est le graphique, nous, qui nous intéresse ici. Je fais CTRL-C dans le terminal pour prendre la main. Donc, je reviens dans le serveur. Dans le front-end plutôt. Dans le front-end, je remets ceci et j'enlève ça. On verra dans une autre vidéo comment afficher les data frames. Je fais CTRL-S. Et donc, j'ai construit un objet réactif filtré data qui est une data frame filtrée selon les entrées utilisateurs. Et maintenant, il me reste seulement à construire mon graphique de série temporelle. Je vais utiliser une librairie très intéressante, je trouve. C'est la librairie Plot9. Plot9, en fait, ça vous permet de construire des graphiques ggplot dans Python. D'accord? Donc, Plot9, j'importe ggplot, etc. Donc, et tout d'abord, il faut l'installer avec pipe install Plot9 à votre niveau. Moi, je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire pour pouvoir l'utiliser. D'accord? Et maintenant, il faut que j'écrive le code de mon application, de mon graphique plutôt. Donc, je retourne ici.
dans plot time série, G égale ggplots. J'utilise mon objet reactive filter data plus, d'accord, je vais à la ligne, plus iOS, c'est vraiment du ggplot, hein, ceux qui sont habitués à ggplot, ils vont s'en sortir. Dates, d'accord, en Y, j'ai la colonne popularity, et rappelez-vous, clean data, ça avait popularity, dates et langage. Et en Y, c'est ça, et colorié par la colonne langage. D'accord? Exactement comme du ggplot2 dans R. Et je fais plus, je vais à la ligne. J'ajoute quoi? J'ajoute le geomline. Donc, geomline. Je fais encore un plus. Donc, ça, c'est la construire un graphique avec la grammaire de ggplot. C'est on ajoute des couches. C'est des couches qui sont superposées les unes sur les autres. Donc, ici, je vais faire la partie thème. Donc, je fais labs d'abord. Labs. Pour mettre le titre de l'as des abscisses et des ordonnées. Je vais tout simplement mettre date ici. Ici, je vais mettre en Y, je vais mettre popularité, c'est en pourcentage, d'accord, la popularité en pourcentage. Et le titre, je vais mettre popularity over time. Donc, vous mettez n'importe quel titre que vous voulez. Et pour finir, je vais faire le thème. Thème assise, point, non, thème assise, test égale élément test. Comme ce sera des dates, année, mois, jour, je vais faire une rotation de 90 degrés pour qu'il soit en vertical, afin que ça puisse être bien visible et que ça ne soit pas touffu dans le graphique. Voilà, j'ai mon graphique G et donc la fonction, elle va retourner tout simplement cet objet G là, qui est un graphique ggplot2. Mais vous pouvez utiliser Matplotlib, Seaborn, en tout cas, tous les packages pour développer des graphiques, pour construire des graphiques dans Python vont marcher. Sauf que j'aurais bien aimé que ce soit un graphique interactif. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. Apparemment, il n'y a pas encore de fonction render pour permettre une sortie de graphique interactif. Shiny pour Python est développé, est sorti depuis fin juillet 2022. Je pense que on doit encore patienter un peu afin qu'ils viennent au même niveau que Shiny, Air Shiny aujourd'hui. Air Shiny aujourd'hui est utilisé en entreprise. Il y a des applications business qui sont totalement écrites en Air Shiny et déployées en production en entreprise et même dans des grosses boîtes, des banques, des compagnies d'énergie, etc. Shiny pour Python, on n'en est pas encore là, je pense. On est au tout début. Je pense qu'il faut laisser du temps, peut-être 3 à 5 ans, pour que ça vienne à un niveau où on pourra avoir pratiquement toutes les fonctionnalités qu'on a dans Air Shiny aujourd'hui. Donc, il n'y a pas une fonction, par exemple, render plotly pour rendre, par exemple, des graphiques plotly, par exemple. D'accord? Donc, pour le moment, on va se contacter d'un graphique statique. Donc, vous pouvez utiliser Matplotlib, construire votre fonction avec Matplotlib ou bien Seaborn. L'essentiel, c'est de bien le construire et de retourner l'objet. Donc, j'ai ça, je fais CTRL S. Et j'en ai fini avec l'application. Je vais le run pour voir si tout fonctionne bien. Alors, j'ai toujours la même erreur. Oh là là. Donc, effectivement, c'était même pas une erreur au niveau de la table. Donc là, il va falloir passer au debugging pour voir vraiment ce qui ne fonctionne pas. D'accord? Donc, on va regarder. Je fais CTRL C. Je pense que j'ai trouvé l'erreur à ce niveau. C'est au niveau de df ici. Il y a des parenthèses qui manquent. Donc, une parenthèse ici pour la troisième condition. Et on doit la fermer ici. D'accord? Donc, voilà, CTRL S. Normalement, ça doit être bon. Voilà, le graphique s'affiche bien. Et donc, pour cela, je vais même tenter encore, je vais tenter d'afficher la data frame filtrée.
Donc, en dessous du graphique, donc, je viens dans l'interface utilisateur, je vais créer une sortie que je vais appeler UI. Donc, UI Output Data Frame, je vais l'appeler data filtré. D'accord? Et ce data filtré là, je vais créer ça ici. @output @render data frame et def data filtré qui sera tout simplement ma fonction reactive filtré data. Je fais CTRL S et vous allez voir ce que ça va donner. Bon, je vais agrandir, hein. Voilà, super. Vous voyez, donc on peut bel et bien afficher une table, une data frame dans Shiny pour Python. Donc j'ai mon graphique et ici j'ai la data frame filtrée en fonction des entrées utilisateurs. Donc ici ce n'est que du Python. Donc vous voyez, le langage c'est Python partout. Si j'ajoute du R par exemple, on va voir ensemble, j'ajoute du R. Déjà le graphique se met à jour automatiquement. D'accord? Et je vais changer la date de début. Moi, je vais partir sur du 2020 par exemple. D'accord, janvier à la fin. Et vous voyez, ici aussi, ça s'est mis à jour automatiquement. OK, donc ça, c'est intéressant. Par contre, je ne sais pas pourquoi elle affiche la date comme ceci. Je ne sais pas. Et vu que nous ne voulons, de toute façon, nous ne voulons pas cette sortie dans notre application, nous allons l'enlever. Donc, l'erreur se trouvait juste au niveau de la définition de df, là où on a défini, on a écrit du local. Donc, je fais et je vais rendre le terminal. Voilà. Donc, du coup, je vais effacer ça. Je vais définir là, donc je l'enlève. Donc, si vous avez par exemple une table de données affichée, voilà comment vous pouvez le faire. Nous, on va se contenter de notre joli graphique. CTRL S. Donc, à ce niveau, nous avons fini de construire notre application et tout fonctionne bien. Je rappelle les étapes. Les étapes, d'abord, commencez par créer un notebook où vous faites toutes vos manipulations pour découvrir le jeu de données, pour savoir comment préparer les données. Et ensuite, au niveau de l'application, je vous conseille d'écrire des fonctions pour toutes vos différentes étapes. Ça, on peut même le mettre dans un autre fichier Python à part et importer le module ici. C'est conseillé. Et ensuite, créer l'interface utilisateur. Commencez par créer l'interface utilisateur. Ça suppose que vous avez en tête votre interface utilisateur. Je vous invite même à faire un schéma à la main de ce que vous voulez avoir comme interface utilisateur. Une fois que vous avez ça en tête, vous exécutez le code, vous vérifiez que tout fonctionne bien. Et après, maintenant, vous allez dans le serveur pour écrire également le code du serveur. Et l'application, si elle fonctionne bien, elle est prête maintenant à être déployée. Et c'est ce que nous allons voir dans la vidéo prochaine. Vous avez développé votre application Python en utilisant Shiny. Vous avez vérifié que tout fonctionne bien en local et vous êtes satisfait par l'application, par le rendu de l'application. Maintenant, il vous reste à déployer votre application en ligne pour que vous puissiez la partager, par exemple, à vos collègues ou la partager à un recruteur pour qu'il puisse voir votre travail. Donc, ça doit se faire au travers d'un déploiement. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Nous allons utiliser GitHub Page pour déployer notre application sur la popularité des langages de programmation. Donc, tout commence par la création d'un répertoire GitHub qui va accueillir le code de l'application. Donc, commencez déjà par créer un répertoire GitHub. Pour ceux qui n'ont pas GitHub, GitHub, c'est totalement gratuit. C'est vrai qu'il y a une version payante, mais avec la version gratuite, déjà, vous pouvez faire ce qu'on veut faire ici. Donc, vous créez un compte, c'est gratuit. Et dans ce compte, vous allez créer un nouveau répertoire. Donc, moi, j'ai créé un répertoire que j'ai appelé Popularity of Programming Language. OK? Vous pouvez mettre le nom que vous voulez pourvu que vous ayez ce sticker, ce message en vert qui vous dit que ce nom est bel et bien disponible. Vous pouvez le créer. Et il faut le mettre sur public. Il ne faut pas que ça soit privé. Il faut le mettre sur public et une fois que c'est fait, je fais create repository tout simplement. Donc, create repository, j'ai ici ce lien qui va me permettre d'aller cloner le répertoire dans
dans mon PC, d'accord, en local. Donc, je copie ça et je vais dans le dossier. Donc, je vais dans le dossier. Attention, il faut que je vais dans le dossier. euh, dans ce dossier, je vais cloner mon répertoire GitHub. Donc, je vais dans le terminal. Je vais faire git clone et je vais cloner mon répertoire que je viens de créer. Donc, programming, popularity of programming language. Le répertoire a bel et bien été créé. Regardez, popularity of programming language. Voilà, il est vide pour le moment. Et je viens là. Je vais créer dans ce répertoire en même temps un dossier final. Un dossier final, ok. Donc, dans ce dossier final, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le code de mon application. Donc, je ne vais pas faire comme ça, sinon vous n'allez pas comprendre les bonnes pratiques. Je le supprime. Je le supprime d'ailleurs. Je supprime ça. Et donc, j'ai cloné mon répertoire. Je reviens et je vais ouvrir. Je vais ouvrir Visual Studio Code. Donc, je fais code. Point. Donc, je rappelle les étapes. Vous créez un répertoire GitHub, vous copiez le lien de votre répertoire, donc ici, tout simplement, et vous le clonez dans votre PC en local. Une fois que vous l'avez fait, vous ouvrez Visual Studio Code directement dans ce répertoire. Ah, non, j'ai mal fait. Je devais plutôt ouvrir Visual Studio Code directement dans ce répertoire que j'ai cloné. Donc, ce que je vais faire, je reviens là. Voici mon répertoire que j'ai cloné. Je clique là, je fais cmd. Donc, pour appeler le terminal, et je fais git. Non, je fais code. Point pour ouvrir Visual Studio Code. D'accord. Voilà. Et j'ai Visual Studio Code qui s'est ouvert directement dans mon répertoire. D'accord. Que j'ai cloné à partir de GitHub. Et dans ce répertoire, je vais commencer par créer un dossier que je vais nommer final. C'est dans ce dossier que je vais coder mon application. Donc, voilà ce qu'il faut garder en tête. Avant même en tout cas, en développant votre application, vous devez déjà penser à la phase de déploiement. Si c'est une application que vous devez déployer, vous devez déjà en amont penser à tout ce qu'il vous faut faire pour que l'application puisse être déployée après développement. D'accord? Donc, la bonne pratique ici, c'est déjà, dès le début de votre projet, de créer un répertoire GitHub, de le cloner en local. D'accord? Déjà, vous assurez que vous avez bien fait le lien entre votre Visual Studio Code et votre GitHub pour que vous puissiez pitcher du code de manière automatique. Et vous ouvrez Visual Studio Code dans ce répertoire, vous pouvez créer un dossier final et dans ce dossier final que vous aurez tout ce qui concerne votre application. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, mais moi je le nomme final, je vous invite aussi à le nommer final. Comme ça, vous savez que tout ce que vous allez développer sera dedans. Vos fichiers de données, vos modules externes à votre application, tout sera dedans. Donc, j'ouvre le terminal et je vais partir dans final. Donc, je vais faire cd final. Et à partir dans ce dossier final, je vais faire shiny create point. On suppose que c'est maintenant que je suis en train de construire mon application. Je fais attention pour que ça bug un peu chez moi. Shiny create point. Donc, il va me créer mon fichier Python. D'accord? Donc, ça, c'est mon application que je vais déployer. Donc, je vais bien sûr le modifier. Hein? D'accord? Donc, c'est là que je vais travailler. Et il faut que j'importe aussi mon fichier de données. On est d'accord? Il faut que j'importe mon fichier de données. Comment je peux faire ça? Remarquez, dès que j'ai créé fichier Python, il y a au niveau de source control, il y a eu un parce que c'est une modification. Donc, ça veut dire que je peux pusher ça. Je peux faire le commit et pusher ça. OK? Donc, mon application a besoin d'un fichier de données. Je vais repartir dans le dossier, dans mon ordinateur. Vous voyez, dans Final, j'ai mon application. Mais moi, j'ai besoin du fichier de données. Je vais le copier ici. CTRL C, je reviens là. Je
suis là, final, je fais CTRL V. D'accord? Donc, mon fichier de données, automatiquement, vous le voyez là. Vous avez le fichier de données. Dans l'application, il est là aussi. D'accord? Cette application, je suppose que c'est maintenant je suis en train de coder, je vais la modifier. Donc, vu qu'on l'a déjà fait, je vais juste aller copier ça et venir coller là. Je fais CTRL V. Donc, je suppose que c'est maintenant on a fait tout ça. OK? Donc, c'est pour vous montrer les bonnes pratiques. Donc, commencez par créer un répertoire GitHub, clonez-le en local, créez un dossier final et dans ce dossier final, commencez par coder. D'accord? Et mettez toutes les dépendances nécessaires dans ce dossier final. OK? Donc, je fais CTRL S. Je vais encore vérifier une fois que tout fonctionne bien en exécutant Shiny Run App. Donc, il me donne le lien, je fais CTRL, je clique sur ce lien-là. Il va m'afficher ça. Je vais vérifier que tout fonctionne bien. Voilà, donc ça s'affiche. Je peux afficher par exemple Java, JavaScript, Scala par exemple. Scala, il est où? Voilà, ok. Je peux afficher autant de langages que je veux. D'accord? Donc il me montre les courbes de popularité. Je peux changer les dates. Voilà, je peux changer la date de début. Je change la date de fin, machin. Voilà. Ça se met à jour automatiquement. Donc, ça fonctionne bien en local. Et maintenant, je peux passer au déploiement. Donc, je ferme ça. Et je fais CTRL-C dans le terminal pour qu'il me redonne la main. Donc, maintenant, je vais passer au déploiement. Le déploiement aussi, vous allez voir, c'est très simple avec GitHub Page. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout d'abord, vous allez... je ferme le terminal. Je vais faire un nouveau terminal. Dans le terminal, vous êtes dans le dossier racine de votre projet, donc dans le dossier Popularity of Programming Language. On va installer Shiny Live. Donc, pipe install Shiny Live. Donc, c'est ce paquet qui va nous permettre de faire le déploiement. Moi, je l'ai déjà installé, donc je vais plus l'installer. Une fois que j'ai installé Shiny Live, je vais exécuter cette commande-là. La commande Shiny Live export final docs. Je vais vous expliquer. Shiny Live export tout ce qui est dans final. Tu le mets dans un dossier doc qui va créer. Et il va créer d'autres fichiers aussi qui sont utiles pour le déploiement. Donc, il va prendre tout ce qui est dans le dossier final. Le dossier final, ça contient mon fichier Python naturellement que je vais déployer dans mon application et mon fichier de données. Si c'est une application potentiellement complexe et plus ou moins complexe, il y aura d'autres choses. Hein. Il peut y avoir des modules Python complémentaires, il peut y avoir même d'autres fichiers de données, etc. etc. Donc, il va prendre tout ce dossier final qui va mettre dans un dossier nommé doc et aussi créer d'autres fichiers utiles pour le déploiement. Donc, j'exécute cette commande. Et je rappelle que vous deviez préalablement installer le package Shiny Live. Donc, vous voyez, il fait créer ce doc. Il a créé le dossier docs. Et c'est ce dossier-là qui va nous permettre de faire le déploiement de notre application. Donc, c'est plutôt rapide et il me redonne la main. Quand je pars dans mon dossier maintenant, dans mon dossier, dans le dossier de mon projet, j'ai deux dossiers. Un dossier final que moi-même j'ai créé et un dossier doc qui a été créé automatiquement par la commande Shiny Live Export Final Doc. Donc, dans ce dossier, quand je l'ouvre, je vois qu'il y a Edit, Shiny Live et Shiny Live contient plusieurs choses qui sont utiles pour le déploiement. D'accord? Donc, j'ai ça. Tout ça, c'est pas moi qui l'ai créé, hein. Ça a été créé automatiquement. Des fichiers JS, d'accord, des fichiers CSS, des fichiers HTML, tout ça, ça a été créé automatiquement. Voilà. Donc, j'ai deux dossiers, un dossier final, un dossier doc. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le commit dans GitHub. Donc, il faut que j'envoie tout ça dans GitHub. Je vais mettre commit ou bien n'importe quoi, un message quand même qui vous parle, commit everything. Moi, je mets par exemple commit everything. Un message quoi. OK? Et je clique là, je fais commit and push en même temps. Donc, ça va faire le commit et ça va pusher dans mon GitHub. Donc, vous allez voir que dans mon GitHub, j'ai tout ce que j'avais en local. Je vois ça maintenant dans le GitHub. Donc, on peut aller voir ensemble. On attend que ça finisse d'abord.
Donc, ça va tout envoyer dans le GitHub. Voilà, vous voyez que ça a fini de tourner. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de changement. Toutes les modifications ont été commit et pushées. Et voilà, je vais vous montrer dans le GitHub que tout est dans le Git. Si j'actualise cette page-là, vous allez voir que les deux dossiers sont vus. Voilà. Donc, voici c'était mon message. J'ai même mal écrit everything, hein. Mais peu importe, c'est pas ça l'important. Vous avez tout qui a été envoyé ici, doc et final. OK? Donc, vous voyez que c'est du code Python à 100%. D'accord? Donc, dans mon dossier final, j'ai ça. Et donc, voici le code de l'application, de notre application. Et le dossier doc qui a été créé automatiquement avec la commande Shiny Live. Et donc, j'ai ça. OK? J'ai ça. Je vais maintenant aller dans Setting. Pour le déploiement, je vais dans Setting. Je clique sur Page. Je clique sur Page. Et j'ai source Deploy from a branch. Je le laisse tel qu'il est. La branche, c'est Master. Je choisis la branche Master. Et ici, au lieu de choisir Root, je choisis Doc. D'accord? Et je clique sur Save. Voilà. Donc, après avoir cliqué sur Save, quelques instants après, il va vous créer un lien. Et c'est le lien de votre application déployée. Je rappelle, on fait Setting, Page, Deploy from a branch. Vous choisissez la branche. Pour nous, c'est Master. Et vous choisissez Doc. Donc, le déploiement se fait à partir du dossier Doc qui a été créé par la commande Shiny Live. J'actualise la page pour voir s'il a fini. Non, c'est pas encore fini. Ça prend un peu de temps quand même, hein, pour qu'il vous crée le lien de l'application déployée. C'est un déploiement, donc ça peut prendre du temps. Donc, on va patienter un peu. Voilà, vous voyez, j'ai actualisé la page et après quelques minutes, j'ai actualisé la page. Ça dure environ 2-3 minutes. Vu que c'est une toute petite application, le lien a été très vite généré. Et là, j'ai Your site is live at et il me met le lien du site. Ce lien, je peux le partager à un recruteur, je peux le partager dans mes réseaux, par exemple sur LinkedIn pour dire, voilà, j'ai créé une application, vous pouvez visiter ça. Et ce bouton-là me permet déjà de visiter l'application, le site en fait. C'est un site que vous avez déployé. Et le jour où je vais décider de ne plus la publier, je viens là, je fais un publish site. Donc, pour le moment, moi, je vais cliquer sur ça, visite site, et il va m'ouvrir l'application. Voilà, voilà, j'ai mon application maintenant qui est sur Internet. Tout le monde peut le voir. Je peux le partager à qui je veux. Ça a été déployé avec GitHub Page. Et je vérifie, je fais toujours, je vais faire un exemple, Python R par exemple. Voilà, je vois le graphique, je peux modifier la date de fin, la date de début, etc. Ça se met à jour automatiquement. Je peux rajouter Swift, par exemple, un autre langage de programmation, etc., etc. Donc, mon application fonctionne bien aussi une fois déployée. Mais remarquez ici, j'ai un symbole bizarre. C'est à cause du E accent aigu. Voilà pourquoi souvent quand je code, je n'aime pas coder, écrire des choses en français. C'est pour éviter ce genre de choses-là. Donc, autant que ce peut, j'écris toujours en anglais. D'accord? Et je vous invite à le faire pour éviter ces histoires d'accent qui ne s'affichent plus bien, etc., etc. Donc, voilà mon application. C'est une application toute simple. Et ceci marque la fin. Pas encore la fin parce qu'il reste une vidéo où je vais vous montrer aussi d'autres astuces. Ce sera la vidéo de conclusion. Mais déjà ici, je peux rappeler tout ce qu'on a vu. On a commencé par introduire en fait Shiny pour Python qui est le nouveau package euh, créé par la compagnie Posit. Ce n'est plus RStudio mais Posit qui a lancé en juillet 2022 le package Shiny pour Python. Le package Shiny qui existait pour R déjà depuis, ça fait déjà un peu plus de 10 ans. Et nous avons vu comment créer une simple application Hello Shiny. Nous avons appris le concept de réactivité. Nous avons appris comment organiser le front-end de l'application dans l'interface utilisateur en panneau latéral et panneau principal. Et après, nous avons développé cette application-là qui utilise en back-end un fichier de données. Vous êtes maintenant outillé pour vous-même développer des applications Python en utilisant cette framework Shiny.
et la déployer aussi, et les déployer aussi. Oui. Donc, déployer vos applications pour que vous puissiez obtenir un lien partageable. Ce lien, je peux le partager à qui de droit. On a vu comment faire le déploiement avec GitHub Page. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer quelques astuces pour approfondir vos connaissances en développement d'applications Python avec Shiny. Et nous allons conclure la formation. Pour conclure cette formation sur le développement d'applications Python avec la framework Shiny, je vais vous donner quelques astuces qui vous permettront d'apprendre encore, d'approfondir vos connaissances. Et quoi de mieux que d'aller dans la ressource officielle même de ce package Shiny for Python. Donc, vous allez sur ce site-là, shiny.posit.co/py. Il va vous ramener directement sur ce site. Et sur ce site, vous allez pouvoir vraiment apprendre. Okay? Donc, par exemple, sur la page d'accueil, vous avez des informations déjà. Shiny, c'est vraiment puissant. Tout est développé avec du Python pur, d'accord, sans JavaScript, sans CSS, sans PHP, sans HTML, etc. Mais néanmoins, vous pouvez toujours customiser si vous maîtrisez ces langages et frameworks. C'est compatible avec tous les packages qui sont utilisés en data science avec Python, que ce soit Pandas, NumPy, Scikit-learn, etc., etc., Matplotlib, Seaborn, Plotly, etc. Et vous pouvez aussi déployer facilement, que ce soit avec GitHub Page, Shiny Server, etc. D'accord? Donc, c'est des ressources pour apprendre. Je vais par exemple sur GetStart et je vais voir d'autres informations très intéressantes. Donc, ici, c'est un fichier HTML. En fait, c'est comme un cours. Donc, vous pouvez parcourir chaque partie. Par exemple, si vous êtes dans réactivité, ils expliquent la réactivité, ils expliquent les différentes fonctions de réactivité qu'il y a dans le package. Ils donnent les correspondances même avec RShiny. Et vous allez dans le workflow Shiny Module. Donc, c'est pas mal développé quand même. Ça va vous permettre d'apprendre, d'approfondir vos connaissances. Donc, comment construire des modules, par exemple, c'est très intéressant si vous voulez construire des applications vraiment business. Je peux aller, et pour finir, l'autre chose intéressante que je vais vous montrer, c'est la galerie. La galerie, c'est là où vous allez trouver des personnes qui ont développé des applications avec Python avec Shiny. Et l'intérêt d'aller voir la galerie, c'est que les codes existent. OK? Donc, supposons que cette application qui m'intéresse, je fais ouvrir dans un nouvel onglet. Ça va m'afficher l'application. Donc, c'est Mass Calculator. On va voir ça sert à quoi cette application. Voilà, donc la personne a fait son application, elle a même fait un petit titre pour expliquer machin, machin. Et voilà, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir le code de l'application. Donc, je clique sur View Source. Normalement, ça doit me montrer le code. Voilà, ça me redirige directement dans le code de l'application. Et ça a un intérêt majeur pour apprendre. Donc, vous avez le code, vous avez l'application. Ce qui vous reste à faire, c'est de regarder dans le code et de voir les correspondances dans l'application. Donc, ceci-là, voilà comment ça, il a fait ça. Donc, ce test, par exemple, voici comment il a fait ça, comment il a écrit ça. Donc, avec UI Markdown. Donc, vous-même, le jour que vous aurez besoin de mettre un petit test dans votre application, vous allez faire ainsi. Il a fait une organisation de son front-end en utilisant la fonction row et en utilisant le colonne. C'est comme la fonction flux de row dans RShiny. D'accord? Donc, voilà comment il a fait, etc., etc. Et ça vous permettra d'apprendre. OK? Je peux choisir un autre. Je peux choisir un autre qui est beaucoup voilà, par exemple, ici, il me dit quoi? Respiratory Disease Data. D'accord? Je vais cliquer sur View App. Voir ça sert à quoi. Et je peux cliquer aussi en même temps sur View Source pour voir le code. Donc, je regarde l'application. Donc, close. Donc, ça fait comme un site web. Hein. Franchement, c'est bien. Et il affiche déjà un petit test ici. D'accord? Que vous pouvez fermer, bien sûr. Mais ça là, par exemple, vous allez voir comment il a fait ça dans le code. D'accord? Comment il a organisé son application. Donc, vous voyez, ici, j'ai data, module, utile, www, j'ai un readme, etc. J'ai un document. Ça, c'est des applications déjà un peu plus complexes. OK? Mais vous allez rentrer dans son code et voir vraiment comment il a fait les choses. D'accord? Donc, vous voyez,
tout ce qu'il a écrit. Ok. Naturellement, il y a de customisation avec HTML. D'accord, mais franchement, c'est pas compliqué, c'est pas plus compliqué que ça. Sa fonction serveur, elle est très simple. Je suppose qu'il fait appel à d'autres modules externes. D'accord? Je fais close pour regarder l'application elle-même. Et ici, j'ai une carte. Donc, une carte sûrement construite avec Leaflet. Et c'est interactif. Donc, vous allez voir dans l'application comment il arrive à afficher des cartes interactives, par exemple. OK. Je vais voir les arrobas outputs qu'il a fait. Hmm. Bon. Donc, vous fouillez et ça vous permettra d'apprendre. D'accord? Regardez la galerie. Si vous avez une application à développer en tête, venez voir déjà dans la galerie. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui ressemble un peu à ça? Vous étudiez ce qu'il y a dans la galerie, vous regardez le code et ça va vous permettre d'enrichir votre application et automatiquement ça va vous permettre d'apprendre. Donc ça, c'est une grande ressource disponible pour l'apprentissage. Donc c'est ce site-là, shiny.posit.co/py. Je vous mettrai tous ces liens en description de la vidéo. Donc, nous sommes au thème de cette formation. Nous avons appris comment développer des applications Python en utilisant la framework de développement web Shiny qui existait déjà pour R, ça fait un peu plus de 10 ans. Shiny pour Python existe depuis juillet 2022, donc un peu plus d'1 an, et elle poursuit son petit bonhomme de chemin. Je pense que d'ici quelques années, les entreprises vont commencer certainement par l'utiliser dans leur process. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette formation pour qu'on apprenne ensemble. J'espère que vous avez aimé la formation. Si c'est le cas, la meilleure manière de m'encourager, c'est de vous abonner. Il faut que la communauté s'agrandisse pour que nous ayons toujours l'envie ou bien le courage de réaliser d'autres vidéos et formations. Donc, abonnez-vous massivement pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et partagez massivement aussi les vidéos que vous regardez sur la chaîne, likez et commentez. Ça permet à YouTube de rendre nos vidéos beaucoup plus visibles sur la plateforme et nous, ça nous encourage. Donc, je vous remercie et à bientôt pour d'autres formations sur la chaîne.